Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Frédéric Amoudru et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Bernard Monod, qui est député européen, qui est également membre de la Commission économique et monétaire du Parlement et député et stratégiste économique du Front National. Bernard Monod, la Commission européenne vient de publier un rapport très structurant qui s'appelle le rapport sur l'approfondissement de l'union économique et monétaire. J'ai lu ce rapport et on va dire pour simplifier, les solutions de la Commission à la crise de la zone euro, c'est plus d'intégration économique et politique et c'est plus de transfert de compétences des États vers Bruxelles. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Est-ce que pour vous, c'est une réponse concrète à des difficultés réelles ou c'est une étape de plus vers le fédéralisme européen? Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'avant tout, l'euro est un projet politique. Pour les eurocrates, les eurofédéralistes, la stratégie a toujours été d'imposer progressivement leur projet en retirant petit à petit les éléments de leur souveraineté. Le passage à l'euro en 1999 a été un grand pas en avant pour eux, car en privant les nations de leur monnaie et en centralisant à Francfort la politique monétaire, on entamait un processus de désintégration des États-nations. Voilà. Comme nous l'avions annoncé au Front National, l'euro est un échec total pour certains pays et certaines catégories de citoyens en particulier. L'euro, en réalité, divise. Il divise l'Europe entre les perdants et les gagnants. Alors, en parlant de ça, Monsieur Monod, qui sont pour vous les gagnants et les perdants de cet euro? Les grands gagnants, évidemment, c'est le succès pour l'Allemagne, pour l'Autriche, pour les pays du Benelux, ainsi que pour les marchés financiers et également les grandes multinationales qui en bénéficient. Les perdants, ce sont bien évidemment les économies de la France et des pays de l'Europe du Sud. Et au final, bien entendu, les victimes sont les citoyens. Voilà. C'est une eurodivergence et le résultat de cette eurodivergence, c'est dû à un système de change fixe entre les 19 économies de la zone euro et cela n'existe nulle part ailleurs. D'accord, mais alors, qu'est-ce que vous appelez l'eurodivergence? Alors c'est un tout petit peu technique. L'eurodivergence, c'est une succession de taux qui ont un écart très important. Ces taux, c'est les taux de croissance économique, les taux de chômage, les taux d'emprunt dans chaque pays, dans chaque État, et également le solde du commerce extérieur entre les pays de la zone euro. Les deux exemples flagrants, ce sont l'Allemagne et la Grèce. D'accord. Mais alors, ce qui est étonnant, c'était que l'objet de cette zone euro, c'était en fait de faire converger les économies nationales. Or, ce que vous venez de nous dire, c'est qu'au lieu de converger, elles ont profondément divergé. Alors, qu'est-ce que propose Bruxelles pour remédier à cette anomalie? Ce que propose la Commission européenne, ça me rappelle un petit peu l'Union soviétique à l'époque où les bolcheviks disaient que le communisme, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez de communisme. On est dans ce même schéma. Cette crise de la zone euro, c'est l'opportunité pour les européistes justement de franchir une nouvelle étape vers l'Europe fédérale. En clair, ce projet d'approfondissement de l'union économique et monétaire consiste à créer premièrement un gouvernement économique et un budget de la zone euro. En grosso modo, c'est Bercy qui sera transféré à Bruxelles. Et le deuxième élément important, c'est le renforcement de l'union bancaire qui nous fait perdre le contrôle total de nos banques françaises au profit de la BCE en Allemagne et transfère donc les pouvoirs de Paris à Francfort. C'est intolérable. Donc ce sera en fait la fin du contrôle politique de l'économie française que M. Macron est chargé par l'Union européenne de mettre en place en France. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez de faire face à cela? Alors nous, d'abord, il faut combattre politiquement, il faut toujours continuer son combat, alerter bien entendu les citoyens français en particulier sur cette nouvelle dérive fédéraliste, sinon ce sera la fin de la France en tant que nation indépendante. Le FN va alerter tous nos concitoyens sur le fait que le fédéralisme européen est une mauvaise solution. Le danger, en fait, pour les Français est d'être dépossédés de leur droit fondamental à disposer de leur destin. Voilà. Et moi, je suis un euro-réaliste. En tant que tel, je pense que c'est la coopération et la concertation entre les gouvernements européens qui nous permettront de trouver les bonnes solutions aux problèmes de l'euro, de la dette et des banques.
Ce n'est pas en confiant aveuglément toujours notre destin et la réglementation à des technocrates de Bruxelles et de Francfort que cela solutionnera les problèmes. D'accord. Alors, parlons maintenant de l'économie française. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que l'économie française est maintenant sur la bonne voie avec des signes de reprise économique, un chômage qui commence à baisser légèrement, des créations d'emplois qui sont positives? Est-ce que vous êtes optimiste pour ce quinquennat Macron? Alors en matière d'économie, il n'y a pas ni d'optimisme ni de pessimisme, il n'y a que des réalités. Les recettes de l'Union européenne et de M. Macron sont récessives et ne résoudront aucun problème structurel de la France. Ils sont au nombre de 4 ou 5. Le chômage, la perte de compétitivité de nos entreprises, le déficit extérieur, le surendettement de l'État très important. Je ne parle même pas de l'immigration de masse et de la crise de notre identité nationale. Je comprends. Bon, on voit bien que vous êtes très sceptique sur le programme économique d'Emmanuel Macron, mais vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors, vous avez raison, on ne peut pas se contenter de dire simplement non politiquement. Nous devons devenir une force de contre-proposition puissante et crédible. En cela, le Front National fera des propositions nouvelles et concrètes sur les sujets fondamentaux, économiques et européens dans les prochains mois. Très bien. Alors, vous êtes un eurodéputé, ou plus exactement un député français au Parlement européen, et vous avez donc une eurorégion qui est le centre Auvergne-Limousin. Alors dans la Creuse, qui est un département de votre eurorégion, on assiste à un véritable drame social et industriel qui est l'entreprise de sous-traitance automobile GM&S, avec, je dirais, une faillite dont on ne voit pas la fin et l'absence de repreneurs, en tout cas à ce stade. Donc ça fait 277 ouvriers menacés de licenciement, probablement une ville qui risque de mourir sur le plan économique, qui est la ville de la Souterraine, et puis une des 2 seules usines de ce département qui risque de fermer. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? C'est vrai que socialement, cette situation est inacceptable pour cette entreprise, mais pour toutes les autres. Donc il faut arrêter de jouer de manière générale avec les nerfs des salariés de cette entreprise, mais des autres. Et la désindustrialisation et les plans sociaux, ça suffit maintenant. Pour le FN, la stratégie, elle est simple. La Caisse des dépôts, via la BPI France, ce qu'on appelle la Banque publique d'investissement, doit reprendre en main donc GMS et la recapitaliser pour la moderniser grâce à des investissements. Pour l'État stratège de son côté, il doit enjoindre Renault et Peugeot de réduire leurs achats à l'étranger pour assurer un carnet de commandes décent et pour permettre à cette entreprise française de renaître de ses cendres. Il faut sauver les emplois locaux. Tout à fait. Mais il n'y a pas que GM&S dans cette situation. Vous avez en France une liste longue comme un jour sans pain d'entreprises qui menacent de fermeture, qui sont déclarées peu compétitives. Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Alors c'est vrai ce que vous dites, dans le contexte de concurrence déloyale actuelle, cette guerre économique mondiale, le FN pense que l'État stratège doit se doter d'un outil de sauvetage véritable et nouveau. Nous proposons la Caisse des dépôts et la BPI France pour redresser... Qui créerait en quelque sorte une structure dédiée à ce sauvetage et à ce redressement des entreprises. C'est ça, pour redresser les entreprises de manière générale, parce qu'il n'y a pas que cette entreprise-là, et puis également relancer la défense de l'intérêt stratégique des entreprises et défendre aussi le tissu socio-économique français. Mais on peut pas, Bernard Monod, on ne peut pas sauver toutes les entreprises. Donc vous, lesquelles vous pensez qu'il faut sur lequel il faut se consacrer, se polariser? D'abord, il faut sauvegarder nos entreprises et nos emplois déjà existants. C'est aussi important que de créer des start-up innovantes. Il faut faire les deux, en quelque sorte. Bon. Par ailleurs, notre pays dispose aussi d'un vivier de cadres, de techniciens extrêmement compétents et expérimentés, qui ont été mis sur la touche par les dégraissages successifs, les délocalisations liées au modèle ultralibéral de l'Union européenne. Et donc, c'est un atout pour la France. Voilà, on se prive de ces compétences. Donc, nous proposons de les mettre au service du redressement des entreprises qui doivent être sauvées. Celles qui doivent être sauvées. Bien sûr. Donc, au FN, nous voulons faire renaître un véritable volontarisme industriel avec un État stratège. Ok, je comprends. On va passer tout à fait à autre chose. On va aller plutôt sur la scène internationale.
Bernard Monod, quelles est à votre avis les conséquences sur le Brexit du résultat des élections en Grande-Bretagne? Theresa May avait fait un pari, là quand même relativement raté. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur le Brexit? Oui, alors, c'est très relatif. Pour moi, la perte de la majorité absolue des conservateurs à la Chambre des communes, donc c'était un petit peu le pari de Mme Theresa May, constitue un revers, mais pas une défaite. Voilà. Elle a toujours la majorité relative. Ce pari perdu ne remet pas en cause son mandat lié à la mise en place donc du Brexit. De manière majoritaire, les Britanniques veulent un Brexit, plutôt un Brexit soft que hard, mais en tout cas, le mandat reste entier. Donc je pense qu'elle paye. Par contre, les coupes budgétaires qu'elle a fait lorsqu'elle était ministre de l'économie à l'époque, donc elle a fait des économies sur les effectifs de police pour défendre la sécurité, et je pense qu'elle a fait un mauvais calcul budgétaire à ce moment-là, et qu'elle paye électoralement, puisque je vous rappelle qu'en pleine campagne électorale ont eu lieu ces attentats terroristes islamistes, hein, il faut le dire, qui ont quelque part pesé sur le résultat de ces élections. Voilà, donc chaque fois que les États remettent en cause la fonction régalienne de la sécurité, patatras, les électeurs le sanctionnent. Et ils le payent. Ah. Ces attentats ont une autre dimension pour vous. Est-ce que c'est une remise en cause du modèle multiculturaliste et communautariste que la Grande-Bretagne avait adopté? Oui, absolument. Pour moi, quelque part, le communautarisme et le multiculturalisme sont un petit peu le terreau des attentats terroristes, en l'occurrence ici islamistes, et que quelque part, voilà, ce sont des ennemis de l'intérieur qui combattent la nation. Tout à fait. Alors, Bernard Monod, finissons avec un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, qui est l'écologie, et en particulier la pollution marine, que vous avez dénoncé, enfin en tout cas que vous avez alerté sur Twitter, je vous suis sur ce média, lors de la récente Journée mondiale des océans. Alors qu'est-ce qui vous inquiète? Moi, je suis très sensible à ce sujet-là. Le jeudi dernier, oui, c'était le 8 juin dernier, c'était la Journée mondiale des océans. La conférence des Nations Unies sur les océans, qui s'est tenue à cette occasion, doit nous interpeller sur l'avenir de notre planète bleue. Voilà. Les océans sont considérés quelque part comme une poubelle, où on déverse l'ensemble de déchets comme les plastiques, comme les métaux lourds, et les fûts métalliques de déchets radioactifs qui, avec le temps, s'érodent. Mais pire, l'accident nucléaire de Fukushima au Japon a causé un déversement dans tout le Pacifique de substances radioactives. Toutes ces pollutions sont le prochain fléau sanitaire pour l'humanité. Merci beaucoup Bernard Monod.